Aujourd'hui, nouveauté dans le parcours de formation. On va parler donc des éléments nutritifs et donc de leur principale fonction dans la plante. Et c'est un module essentiel pour comprendre un peu tous ces éléments au niveau de la nutrition des plantes. L'objectif de cette formation est donc de comprendre comment va fonctionner les mouvements des éléments nutritifs au sein de la plante, quelles sont leurs principales fonctions de ces éléments nutritifs. Donc, quand je parle d'éléments nutritifs, on peut penser NPK, bien entendu, azote, phosphore, potassium, mais aussi tous les macro-éléments, calcium, magnésium, et les micro-éléments, oligo-éléments, que sont le fer, le zinc, etc. Et on va voir que tous ces éléments ont des stades clés pour intervenir dedans. Alors, cette formation est importante pour plusieurs points. Déjà, elle est importante dans le cycle de cette formation sur la nutrition, et aussi que on sait tous en soi qu'une plante qui va avoir une nutrition équilibrée va pouvoir augmenter sa photosynthèse, sa production de protéines et développer des résistances plus ou moins accrues à différents ravageurs et pathogènes. On a pu le voir dans les formations concernant la santé de la plante. Il est nécessaire aussi, dans cette formation, de bien comprendre comment les éléments bougent au sein de la plante afin de prévenir certains déséquilibres qui peuvent apparaître et donc qui peuvent amener à une réduction du potentiel de rendement. Potentiel, donc on dit de la perte de rendement, mais en soi, on a toujours un potentiel maximum et on essaye par la mesure du possible, par les interventions ou par l'activité au niveau du sol, de faire en sorte que la plante ne perde pas son potentiel de rendement. Alors, dans le parcours de formation, donc on est sur le point 2, donc qui est plutôt un élément important et un gros paragraphe, qui sont donc la présentation des éléments nutritifs et de leurs principales fonctions. Premier point, au niveau de la mobilité des éléments au sein du végétal, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'éléments mobiles et immobiles, on va y revenir. Il faut bien comprendre que cette mobilité des éléments au sein du végétal, elle est liée à la façon dont les éléments nutritifs sont transportés à l'intérieur de la plante. Alors ça, c'est des anciens cours de biologie en soi, mais c'est très connu depuis longtemps. Il y a deux systèmes de transport dans la plante. Il y a une partie où les éléments nutritifs vont être transportés par ce qu'on appelle le xylème. En soi, c'est le transport de la sève brute, donc qui contient de l'eau, des minéraux et certaines hormones, par exemple comme les cytokinines. Euh, le flux du xylème, il est essentiellement ascendant, c'est-à-dire que il est très très majoritairement ascendant, c'est-à-dire qu'on va avoir un flux qui va aller du bas, donc des racines, vers les organes végétatifs à l'extérieur de la plante. Donc que ce soit les feuilles ou les tiges. Vous avez un autre flux, un autre flux dans la plante. Il s'agit du phloème, donc c'est ce qu'on appelle, ce qu'on nomme aussi la sève élaborée. Donc c'est une sève qui contient des sucres, donc issus de la photosynthèse, des minéraux, des minéraux qui vont être dits chélatés. On aura l'occasion d'y revenir par ailleurs, des hormones comme les auxines, par exemple, des acides aminés, etc., etc. Contrairement au xylème, ce flux du phloème, il peut s'effectuer dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il va partir des organes végétatifs photosynthétiques et il va aller être distribué vers d'autres organes végétatifs, mais aussi vers les racines. Donc on a un flux descendant et un flux, on va dire, dans l'entièreté de la plante. J'ai commencé à l'évoquer, les éléments ne sont pas tous identiques quand il s'agit de prendre en considération leur mobilité. On a, et ça c'est hyper important à comprendre pour anticiper, j'ai envie de dire, les problématiques qui peuvent apparaître soit dans les analyses de sève, euh, soit pour comprendre un peu le fonctionnement de la plante.
vous avez trois catégories. Vous avez les éléments mobiles dans la plante, c'est-à-dire ils vont être transportés assez facilement d'un point A à un point B. Donc l'azote, le potassium, le magnésium, le phosphore, chlore et sodium. Avec quelques petits bémols, le magnésium, quand la température est élevée, il y a des blocages qui se créent. Et le phosphore aussi, quand la sève a un pH trop élevé, donc neutre à basique, on a des blocages qui peuvent se créer par ailleurs. Vous avez les éléments moyennement mobiles, que sont le cuivre, le zinc, le fer, le soufre, le molybdène. Le, Comment dire, ces éléments sont moyennement mobiles, c'est-à-dire qu'ils doivent être, en plus, ils doivent être euh, comment dire, ils doivent être chélatés pour être transportés. Ils doivent être chélatés de manière organique pour être transportés. C'est-à-dire qu'il faut que la plante, elle crée une molécule qui va lui permettre de les prendre par la main et de les emmener à à travers à travers ses organes. Pour le bore, lui, c'est pareil. Il peut être plus ou moins mobile en plus selon les différentes plantes et il va subir une certaine. Il faut qu'il subisse une certaine forme de chélation pour pouvoir être plus facilement transporté. Concernant les éléments immobiles, donc eux, ils sont présents essentiellement dans le xylème euh, et il leur faut une forme, il leur faut une forme chélatée pour qu'ils soient transportés au travers de la plante. Au final, connaître cette mobilité des éléments, pourquoi Euh, c'est aussi pour permettre d'interpréter les analyses de sève en soi, puisque quand sur une analyse, on va analyser des vieilles feuilles et des jeunes feuilles, les vieilles feuilles vont avoir cette notion de source, c'est-à-dire cette notion de ressources, et les jeunes feuilles de puits, c'est-à-dire qu'ils vont aller capter les ressources. Et, et si le schéma qui est présent sur la droite vous montre que selon la mobilité dans la plante, on va avoir, euh, on va avoir comment dire, des éléments qui, selon leur teneur entre les vieilles et les jeunes feuilles, vont marquer vont en permettre d'anticiper une certaine forme de carence. Par exemple, en fait, c'est des carences qui vont être non visibles à l'œil nu, c'est important. Et ça va nous permettre d'anticiper, c'est-à-dire de prendre de l'avance sur un possible blocage ultérieur d'ici 2 à 3 semaines ou 4 semaines, avant avant de voir les symptômes réellement visibles. Par exemple, s'il y a un manque d'éléments mobiles, donc NPK, magnésium, vous voyez, ça, c'est les éléments qui sont partis sur le bas, et donc eux, ils peuvent migrer très facilement, ce sont des éléments dits mobiles, très facilement mobiles comparés à d'autres. Euh, si la teneur en soi, s'il y a une carence qui va se détecter, elle finira par se détecter dans les vieilles feuilles, c'est-à-dire que la plante va toujours favoriser ses jeunes feuilles. Donc elle va aller puiser dans les éléments mobiles dans les vieilles feuilles, qui sont des réserves, vers ces jeunes feuilles. Donc on va pouvoir voir s'il y a une teneur plus faible dans les vieilles feuilles que dans les jeunes feuilles, sur les éléments mobiles, on va pouvoir se dire que, hypothétiquement, selon le stade de la plante, on va avoir une carence qui finira par s'exprimer, puisque il n'y a plus de réserve dans les vieilles feuilles, et donc automatiquement, au bout d'un moment, la plante, elle ne va plus pouvoir subvenir à ses propres besoins. De même, si on a une teneur supérieure dans les vieilles feuilles par rapport aux jeunes feuilles, ça indique certainement un excès et donc un excès de stockage. La plante ne doit pas stocker trop fortement certains éléments. Par exemple, si elle stocke trop d'azote dans ses vieilles feuilles, elle rend sensible la plante, elle se rend sensible à divers ravageurs et pathogènes. C'est important de le constater aussi. Alors ça, on pourrait en parler très longuement de ce schéma, puisque en fait, il résume un peu tout, si vous voulez, au niveau de la plante.
Euh, donc, quatre grandes fonctions que sont l'immunité vis-à-vis des ravageurs, vis-à-vis des pathogènes, que sont la synthèse des protéines et la croissance, que sont la photosynthèse, donc quels sont les éléments qui permettent à la plante d'effectuer une photosynthèse correcte. Ne pas oublier que sur le rendement photosynthétique, le rendement photosynthétique global d'une plante est très très faible, c'est-à-dire que c'est quelques pourcents par rapport à toute la photosynthèse globale qu'elle pourrait effectuer si elle était euh, correctement mise en place. Pour vous donner schématiquement un ordre de choses, euh, le potentiel génétique d'un blé, par exemple, il est au-dessus de 200 quintaux par hectare. C'est-à-dire que plus on va avoir des phénomènes climatiques, pédoclimatiques, pédologiques, nutritifs, des phénomènes de ravageurs, plus on va diminuer le potentiel maximum de rendement de la plante. Donc, pour maximiser la photosynthèse, si on regarde de ce côté-là, par exemple, si vous comprenez ce schéma, il y a aujourd'hui 7 éléments minéraux essentiels à la photosynthèse. C'est le zinc, hein, il est central ici, mais aussi l'azote, le potassium, le magnésium, le fer, le phosphore ici et le soufre. Donc, bien entendu, euh, le phosphore, ce n'est pas parce qu'il est dans le cercle unique de photosynthèse qu'il ne sert qu'à ça. Il va servir pour d'autres choses, mais sa fonction principale aujourd'hui, elle est au niveau de la photosynthèse en tant que telle. De même, si on part sur la fructification, euh, on a besoin de ces éléments-ci, c'est-à-dire du cuivre, du calcium, chlore, bore, zinc, potassium et azote. On voit là typiquement une chose, c'est que on a besoin par exemple, de potassium au niveau de la fructification. Oui, l'essentiel des besoins en potassium des plantes intervient dans des stades plus tardifs. Et donc, on comprend que apporter aussi souvent que possible du potassium dans en fertilisation précoce peut amener une certaine forme d'excès. La plante va stocker du potassium, par exemple, dans ses vieilles feuilles euh, en excès, et ça va entraîner certains blocages d'antagonisme du potassium. Donc c'est important, on y reviendra, mais c'est important de le percevoir à ce moment-là. Au niveau de la synthèse des protéines, voilà, on a ces éléments qui se trouvent là-dedans. Vous voyez le molybdène qui est essentiel dans la réduction de l'azote, des nitrates notamment, la nitrate réductase, donc pour fabriquer des chaînes protéiques et fabriquer de la masse végétative, voilà, cet élément, cet oligo-élément est essentiel. Au niveau de l'immunité, on va retrouver la silice notamment, qui a une fonction aussi de régulatrice, une régulatrice et d'équilibrage, euh, de rendre plus équilibrés les différents éléments dans la plante. Donc là, c'est aussi intéressant. Le calcium aussi, on en a déjà parlé, mais le calcium qui rentre en ligne de compte dans l'immunité et qui est important également. Alors, comprendre les fonctions, les principales fonctions des oligo-éléments, on y reviendra par ailleurs, je ne veux pas non plus... euh, on y reviendra de manière détaillée sur les différents oligo-éléments ultérieurement, donc sur les différents éléments nutritifs ultérieurement. Au niveau des plantes, il faut bien comprendre aussi que ces oligo-éléments sont pilotés par différentes hormones. Il y a 5 hormones principales au niveau des plantes. C'est les cytokinines, les auxines, les gibérellines, l'éthylène et l'acide abscisique.
Donc, ces 5 hormones avec leurs différentes fonctions qui sont indiquées ici euh, permettent, comment dire, ont des teneurs, on va dire, dans la plante de manière cyclique. Et ces hormones, en fait, sont comment vous dire, sont des molécules messagers et qui vont déclencher des processus de développement chez la plante ou des processus de, d'arrêt, tout simplement. On peut faire un petit focus là-dessus, par exemple. Euh, donc ça, c'est les établissements Stoller qui ont effectué ce graphique. Euh, ils ont décrit les stades végétatifs en 4 stades différents. Le premier stade, donc c'est tout ce qui va concerner la germination et le premier établissement de développement végétal. Donc là, c'est surtout les cytokinines qui ont lieu. Ensuite, vous avez la pousse végétative où c'est des rapports entre l'auxine d'abord, puis la gibberelline. Mais vous voyez que la cytokinine, elle est aussi en dessous et elle apparaît de manière encore assez élevée. Ensuite, vous avez toute la phase reproductive, floraison et reproduction, où c'est l'éthylène qui va être plutôt majoritaire. Et enfin, le stade de fructification et de sénescence, où c'est l'acide abscisique pardon, qui va être plutôt prépondérante. On a un effondrement par la suite des autres hormones, notamment. Donc c'est bien beau ces différentes hormones, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette entreprise a mis en face les éléments minéraux qui étaient essentiels dans ces moments-là. Il va de soi que, par exemple, la plante ne va pas avoir besoin euh, de tous les éléments minéraux à chaque moment de son existence. Elle, Et de même, en fonction des plantes, il y a des demandes plus ou moins élevées. Et ce qui fait que le fonctionnement des plantes est plutôt hétérogène, et tant mieux, c'est de la biodiversité, mais euh, c'est les indications qui sont marquées en dessous, par exemple, dans le stade de germination et d'établissement de la culture, vous avez donc le calcium, le fer, le magnésium, le manganèse, l'azote, le phosphore et le zinc qui sont essentiels, plus ou moins selon les cultures. Il est quand même intéressant de constater que souvent, quand on parle d'enrobage des semences et donc de l'acte de germination et des premiers établissements végétatifs, on parle souvent d'apporter du zinc, du manganèse, et donc c'est les éléments qu'on va retrouver ici. Il y a besoin de phosphore et d'un peu d'azote. Donc voilà, c'est des éléments qu'on retrouve ici. Comme dans ce stade-là, il n'y a pas besoin de bore, par exemple. Voilà, c'est des choses où il n'y a pas besoin de potassium. On l'a évoqué juste auparavant. Après, dans le stade végétatif, c'est le bore, le calcium, le cuivre, le fer, le potassium, le magnésium, le manganèse, le zinc et les acides aminés qui vont être prépondérantes et essentielles. Donc là, il y a des choses assez, assez sympa à comprendre, c'est que comment dire, vous avez des rapports entre les différentes hormones qui vont permettre soit de faire développer la végétation, soit de faire développer le système racinaire. Et donc, c'est un jeu de rapports entre tout qui va permettre cela. Par exemple, si vous avez un rapport cytokinine sur auxine élevé, vous allez développer plutôt l'aspect végétatif au détriment des racines. Au contraire, si vous avez un rapport cytokinine sur auxine faible, ça sera plutôt les racines qui vont se développer plutôt que la végétation. Donc voilà, la plante, elle va toujours être dans ce système-là.
Si on fait un petit focus exemple sur ce pratique, par exemple, les nitrates vont stimuler beaucoup l'hormone cytokinine, donc augmenter le taux de cytokinine et donc favoriser et donc diminuer augmenter le rapport cytokinine sur auxine et donc favoriser la pousse végétative au détriment des racines. Donc, plus vous allez avoir de nitrate dans le sol, plus vous allez favoriser la végétation au détriment racinaire. Et de même, pardon, euh, de même, si vous voyez par exemple dans un maïs, on dit un maïs talé ou des tales hyper excessives au niveau d'un blé par exemple, c'est-à-dire que la plante va chercher beaucoup d'oxines en soi. Et un autre point que je voulais vous montrer, c'est hormis sur le premier stade, vous avez le bore qui se présente un peu partout. Ce qu'il faut savoir du bore, c'est que, euh, hormis sur la végétation, hormis au stade de germination, il permet de réguler et d'inhiber justement des enzymes qui vont dégrader certaines hormones et des hormones notamment l'hormone auxine. Et ça permet ni plus ni moins une bonne supplémentation en bore régulièrement dans le cycle végétatif. Ça permet de favoriser justement ces rapports d'équilibre et cette auxine qui est nécessaire au développement végétatif. On a pu analyser, et on vous en a fait part, par ailleurs, en sortie hiver, sur des céréales, des carences les plus fréquentes. Donc, c'est les carences qui apparaissent au niveau de l'analyse de sève numéro 1, donc, qui est à faire soit on a un hiver plutôt doux et donc elle est à faire en plein talage, j'ai envie de dire. Euh, et ça nous permet de constater que dans 95% des cas, donc c'est-à-dire sur plus de 500 analyses, on a plutôt une carence en magnésium, donc liée au niveau surtout des températures fraîches. Le bore aussi qui est trop peu présent à ce moment-là. Donc, vous voyez, le bore est important dans les rapports hormonaux, etc. Donc, on comprend dès lors que le pilotage par les analyses de sève va nous permettre d'apporter les éléments qu'il faut à des stades clés pour conserver les différents potentiels de rendement. Donc ça va être le cas pour l'analyse de sève numéro 1, j'ai envie de dire, pour aussi l'analyse de sève numéro 2, où on va continuer à conserver un potentiel de rendement. Et si on est amené à faire une troisième analyse, on va plutôt aller jouer là sur la qualité de la production. Hein, le taux de protéines, et les différents besoins de la plante, et les différents besoins de la plante et la qualité de la future graine. C'est important aussi de le comprendre. Deux points clés à retenir. Je vous ai dit qu'on verra par ailleurs les différentes fonctions de manière plus précise en fonction des éléments nutritifs. Mais voyez que les éléments nutritifs et particulièrement les oligo-éléments apparaissent comme cruciaux pour un bon développement de la plante. Et le deuxième point, c'est qu'il va être possible de piloter, de stimuler certaines hormones en proposant des éléments minéraux à des stades précis et ne pas contraindre la plante à aller chercher, comment dire, à favoriser la pousse végétative au détriment des racines, à favoriser une sénescence trop rapide, euh, puisque avec certains éléments minéraux, on peut accélérer la sénescence d'une plante. Comme avec une bonne nutrition, on peut ralentir la mise à maturation de la plante. Ce qui fait qu'on a un cycle végétatif plus long et donc du coup un potentiel de rendement, une captation photosynthétique plus grande et donc un potentiel de rendement plus long. Là, vous avez les différentes bibliographies qui sont présentes. Euh, J'espère que ce
ce résumé en quelque sorte des principaux mouvements, des principales fonctions des éléments nutritifs et des cycles hormonaux dans la plante vous donne un certain éclairage. On va revenir par la suite sur des cas plus pratiques, sur vraiment la description des éléments nutritifs. Par ailleurs, voilà, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout saisi ou tout noté, vous pouvez réécouter ça, etc. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous.